le Soleil, la Lune et la Terre. Lorsqu'ils sont alignés dans cet ordre, ces trois astres nous offrent l'un des plus beaux spectacles que l'être humain puisse observer dans le ciel, une éclipse totale de Soleil. L'existence de ce phénomène repose sur une coïncidence quasi parfaite entre les diamètres respectifs de la Lune et du Soleil, vus depuis la Terre. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous, ce qui lui permet de recouvrir parfaitement le disque solaire lors d'un alignement. Nulle autre planète de notre système ne présente un phénomène aussi unique. Seulement, derrière l'ombre saisissante d'une éclipse se cache une vérité qui se courbe aux exigences des lois de la physique. L'éclipse totale du 29 mai 1919 en est le plus bel exemple, puisqu'elle permit de vérifier la théorie révolutionnaire de la relativité générale formulée par Albert Einstein. Le 2 juillet 2019, une poignée d'astronomes professionnels et amateurs français s'apprête à reproduire l'expérience qui marqua l'histoire de l'astrophysique exactement un siècle plus tôt. Cette équipe est partie sur les pas d'une théorie, dans l'ombre d'un théoricien, dans l'ombre d'Einstein. Jeudi 20 juin 2019, 13 jours avant l'éclipse totale au Chili. Nous commençons notre périple à Toulouse, dans les bureaux de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, IRAP, là où Alain Klotz, astrophysicien et professeur à l'université de Paul Sabatier, a eu l'idée de reconduire l'expérience de l'éclipse d'Einstein de 1919. Alors l'éclipse d'Einstein, elle est dans un contexte historique qu'il faut remettre en place à partir de 1916, date à laquelle Albert Einstein publie ses travaux théoriques sur la relativité générale. Et à partir des travaux théoriques, les physiciens expérimentaux ont imaginé tout un tas d'expériences pour prouver que les théories d'Albert Einstein étaient valides. On l'appelle l'éclipse d'Einstein parce que justement, lors de l'éclipse de 1919, le Soleil se trouvait presque exactement devant un amas d'étoiles qu'on appelle les Hyades. Et ces étoiles, comme elles sont relativement brillantes, elles sont quasiment visibles à l'œil, elles ont permis de pouvoir être photographiées pendant l'éclipse de Soleil. Et l'analyse de la position de ces étoiles dans le ciel normalement était la preuve qu'il y a un effet de la gravitation du Soleil pour déplacer ces étoiles et qu'on allait les mesurer lors de cette éclipse. Alors le problème, il est un petit peu compliqué parce que le déplacement, il n'est pas énorme. Par rapport au Soleil, c'est quelque chose qui est quasiment infime. Et sur une plaque photographique, à l'époque, ça devait correspondre à un peu plus que l'épaisseur d'un cheveu, quoi. Et donc, il fallait beaucoup de précision pour aller mesurer cet effet. Un cheveu, c'est pourtant ce qu'ont réussi à mesurer Arthur Stanley Eddington et Frank Watson Dyson. Ces deux astronomes britanniques ont chacun reproduit l'expérience imaginée par Albert Einstein, sur l'île de Principe, au large de l'Afrique de l'Ouest pour Eddington, et à Sobral, au Brésil, pour Dyson. Les contraintes imposées par un tel voyage n'ont pas permis l'utilisation de matériel astronomique classique, comme des montures équatoriales bien trop lourdes et volumineuses. À la place, les astronomes ont utilisé des célostats. Ce système se compose d'un unique miroir motorisé permettant de suivre la trajectoire du Soleil et renvoyant la lumière vers un télescope qui est quant à lui fixe. Les deux télescopes utilisés pour l'expérience de 1919 étaient en réalité des lunettes astronomiques, chacune composée d'une lentille de 40 cm de diamètre, prêtée par l'Observatoire royal de Greenwich. Pour l'éclipse de 2019, Alain Klotz et son équipe utiliseront le télescope Tarot de la CIA. Alors le télescope Tarot, c'est un télescope qui a été créé dans le laboratoire IRAP et qui a été installé au Chili en 2006, de façon à pouvoir analyser très rapidement des événements cataclysmiques dans le ciel. Donc là, on parle de ciel nocturne, on ne parle pas d'événements qui se passent pendant la journée comme une éclipse de soleil. Et donc pendant la nuit, le télescope Tarot reçoit
une information de façon extrêmement rapide de la part d'un satellite qui détecte des ondes gamma. Et c'est un événement extrêmement bref qui dure quelques secondes. Et il faut réagir au bout de quelques secondes, justement, pour pointer le télescope. Donc il s'agit d'un télescope qui a une particularité, c'est de pointer extrêmement rapidement, de ne pas être piloté par un humain, parce qu'il faut réagir à n'importe quel moment de la nuit, et en conséquence, il faut être disponible en permanence. Alors c'est évidemment un système robotique qui est piloté avec des ordinateurs, et le système réagit aux alertes qui sont envoyées par le satellite qui va détecter ce qu'on va appeler un sursaut gamma, c'est-à-dire une bouffée de quelques secondes de rayonnement gamma. Ce télescope, techniquement, il est petit, il fait 25 cm de diamètre, il a ce que l'on appelle une longueur focale de 85 cm, donc on sent bien qu'on est dans des dimensions qui sont quasiment de l'ordre du télescope d'astronomie amateur. L'avantage de ce télescope, c'est qu'il est installé sur une monture qui pointe extrêmement rapidement et qui a une robustesse et une autonomie puisqu'il n'y a personne autour du télescope pendant qu'il opère. Donc d'un point de vue purement optique, il s'agit d'un télescope presque banal, mais d'un point de vue environnemental, il s'agit d'un télescope qui est fabriqué extrêmement sérieusement pour répondre à un besoin scientifique. Mesurer la déviation des rayons lumineux des étoiles lors d'une éclipse, c'est-à-dire mesurer une variation de leur position dans le ciel, ne peut se faire en capturant qu'une seule image. Dès lors que l'on parle de variation, on parle de variation par rapport à une situation de référence. Il est donc nécessaire de réaliser deux mesures, une en présence de l'éclipse et une autre en l'absence d'éclipse. Une fois de plus, je laisse la parole à Alain Klotz qui nous explique quelles sont les grandes étapes d'une telle expérience. Alors l'expérience de 2019 consiste, tout comme en 1919, à mesurer la position exacte des étoiles qui se situent autour de part et d'autre du Soleil pendant l'éclipse du Soleil, et de comparer ces positions avec la position de ces mêmes étoiles quand il n'y a pas d'éclipse. Alors, comment on va faire? L'avantage, c'est que nous, notre télescope Tarot, il est installé à l'observatoire de la CIA depuis 13 ans. Donc, en conclusion, il y a 6 mois, on a pu faire des images du champ de ces étoiles qui vont être théoriquement placées derrière le Soleil. Et donc, on a une position de référence. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, d'avoir un télescope qui est déjà au bon endroit 6 mois avant et qui le sera encore 6 mois après. Donc, on pourra encore rejouer les étoiles de référence plus tard. Donc, on a un canevas de position, et à partir du moment où on va avoir l'image de l'éclipse avec les étoiles qui sont situées de part et d'autre du Soleil, on va remesurer la position de ces étoiles, on va les comparer à l'image de référence, et normalement on devrait retrouver les résultats théoriques qui sont prévus par la relativité générale. La relativité générale d'Einstein prédit un déplacement des étoiles de 1,75 secondes d'arc au plus près du disque solaire. Autrement dit, observer un déplacement équivalent à une pièce de 1 centime d'euro située à 1,9 km de distance. Plus on regarde des étoiles éloignées du Soleil éclipsé, plus l'effet de déviation devient ténu et à peine détectable. Mesurer un écart aussi faible requiert donc une extrême précision. Pour l'éclipse de 2019 au Chili, Alain Klotz a spécialement élaboré une technique de mesure qui n'a jamais été utilisée auparavant. La mesure de l'écart angulaire qu'on essaye de montrer, elle est extrêmement délicate et difficile à faire. Jusqu'ici, je n'ai pas trouvé dans les archives que j'ai pu consulter d'autres méthodes que celle qui consiste à prendre un champ d'étoiles pendant la nuit qui précède, de calibrer toutes les déformations optiques que l'on peut trouver sur l'image effectuée pendant la nuit et d'en déduire, on va dire, la fonction de conversion entre des coordonnées qu'on mesure XY sur l'image et cet écart angulaire qu'on essaye de chercher.
Donc au départ, je suis parti sur cette façon-là de procéder et d'analyser les images. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit que comme notre télescope il était placé 6 mois avant sur le même site, et qu'on allait pouvoir comparer des images qui sont faites vraiment avec les mêmes étoiles faites 6 mois avant, eh bien normalement on devrait avoir une autre méthode qui va être complètement originale et qu'on va mettre en place pendant cette éclipse, qui va consister non pas à mesurer les positions X, Y des étoiles sur l'image, mais de mesurer simplement les distances entre les étoiles qui vont être visibles. C'est beaucoup plus facile de mesurer des distances parce que une distance, c'est quelque chose qui est relatif. C'est-à-dire que si vous avez l'écart entre deux étoiles qui se situent à gauche ou à droite de l'image, cet écart, c'est toujours le même. Et donc, l'idée, c'est que en mesurant cette distance, on devrait augmenter la précision et surtout, on a une méthode qui est complètement originale, qui n'a jamais été employée jusqu'ici. Et on a déjà fait des simulations pour voir la validité de cette méthode. Et pour l'instant, évidemment, hors éclipse, on a démontré qu'il n'y avait absolument pas d'effet de relativité générale quand il n'y a pas d'éclipse. Ce qui est quand même déjà pas mal. Même 100 ans après l'expérience d'Eddington et de Dyson, il n'est pas certain que celle d'Alain Klotz et de son équipe fonctionne à la perfection. De nombreuses sources d'erreurs peuvent venir perturber, voire fausser totalement les résultats. Pour preuve, les deux expériences simultanées de 1919 ne se sont pas déroulées aussi bien qu'on ne le croit. Par exemple, Eddington, installé sur l'île de Principe, a été confronté à une météo capricieuse. La présence de nuages pendant l'éclipse a considérablement réduit les chances de réaliser des mesures précises. Seulement 2 de ces plaques photographiques comportant 5 étoiles visibles sur 12 ont été réalisées. L'équipe de Dyson, quant à elle, au Brésil, a bénéficié d'une météo très favorable. Néanmoins, sous l'effet de fortes variations de température, la grande lunette astronomique a subi une légère défocalisation, se traduisant par des étoiles floues sur toutes les plaques photographiques. En réalité, le succès de l'expérience de Dyson ne réside pas dans la manipulation principale, mais dans une manipulation secondaire, un plan B, utilisant une petite lunette de 10 cm de diamètre installée en parallèle. La première difficulté, elle est purement humaine, c'est la panique. Parce que n'oublions pas qu'une éclipse de soleil telle que celle de 2019, elle va durer à peu près 115 secondes pour nous. Donc en fait, on a un planning qui s'égrène au fur et à mesure des secondes de l'éclipse qui passe, de façon à prendre suffisamment d'images pour avoir les étoiles enregistrées sur l'image. En même temps, il ne faut pas que le soleil, du fait des protubérances qui sont les espèces de flammes qui sortent du soleil, viennent perturber les mesures de position des étoiles. Donc le problème, c'est qu'évidemment, on est incapable de prédire plusieurs jours avant si le soleil sera très actif ou peu actif, est-ce qu'il y aura une protubérance à gauche, à droite, on n'en sait rien. Et donc, de ce fait, on va prendre une série d'images avec des temps de pause qui vont être différents. Donc on va faire par exemple 1 seconde, puis 2 secondes, puis 10 secondes, puis ensuite on va essayer de mixer avec 2 secondes, enfin essayer de revenir, d'en faire plusieurs. L'idée, c'est que parmi tout ce lot d'images, on va pouvoir en faire une quinzaine, a priori, c'est tout. Dans tout ce lot d'images, il y en aura, on espère, au moins une qui puisse faire les mesures qu'on espère valides. Donc, si la manip marche vraiment très bien, on aura même au moins 5 ou 6 images de bonnes, a priori, pour faire des mesures et à répéter les mesures d'image en image. Sur le télescope Tarot, on a décidé que tout serait automatique, c'est-à-dire que la seule chose qu'on va faire manuellement, ça va être doter le cache du télescope pour permettre à toute la lumière de la couronne solaire et des étoiles de passer dans le tube. Et à la fin des 115 secondes, de remettre manuellement le cache pour ne pas évidemment que le soleil ne vienne éblouir la caméra mise en place. Et pendant les 115 secondes, en fait, tout va s'égrener de façon complètement automatique sur le télescope Tarot. Alors pourquoi je dis sur le télescope Tarot? Parce que
en 1919, Eddington, qui a observé et mesuré l'éclipse de 1919, a prévu 2 expériences, et pas qu'une seule. Et donc, il y avait une deuxième expérience qui était en parallèle de la première et qui avait pour rôle d'être ce qu'on appelle le plan B. Donc, il y avait l'expérience A, l'expérience B, et en cas de défaillance de l'expérience A, il y avait une expérience B pour essayer de subvenir. Eh bien, en 1919, c'est effectivement l'expérience B qui a permis d'obtenir les résultats. Et donc, partant de cet aspect historique, et comme on est là aussi pour faire une expérience historique, on a décidé aussi de faire une expérience B. Et donc, en parallèle sur le tube du télescope de 25 cm, on va placer une petite lunette de 80 mm de diamètre, et qui elle-même va être équipée d'un enregistreur numérique et qui, pendant l'éclipse, va aussi faire des enregistrements. Alors, sur cette expérience secondaire, en fait, on va essayer de faire une analyse extrêmement rapide de la première image qui aura été faite et d'adapter le temps de pause en conséquence pour permettre d'optimiser le temps de pause qui conviendra au mieux. Alors, c'est une procédure qui est extrêmement délicate parce qu'on a le droit à 0 répétition, puisque l'éclipse, on ne peut pas la jouer et la rejouer. Et donc, par conséquent, on réserve, on va dire, l'adaptation des conditions d'observation d'enregistrement pour l'expérience, on va dire, secondaire. Voilà. Donc, on espère que ça marche pour l'expérience sur le télescope Tarot. En cas de défaillance, on a cette expérience qui va être en parallèle et normalement on devrait sur les 2 expériences en avoir au moins une des 2 qui va réussir. Dans le meilleur des cas, les 2 qui réussissent. Et alors dans le meilleur des cas, les 2 devraient réussir, bien sûr, on est très confiant là-dessus, sachant qu'on est presque obligé que l'expérience secondaire, le plan B, réussisse, parce que sur le site de la CIA, il y a un autre télescope qui va être utilisé pour faire des spectres de l'éclipse, c'est-à-dire une analyse fine d'un tout petit morceau de la couronne solaire, et cette expérience-là, en fait, a besoin d'une calibration que nous, on va faire avec l'expérience du plan B. Voilà, donc en fait, ce plan B, c'est pas seulement une roue de secours, c'est aussi une expérience en soi pour permettre de calibrer une autre qui a lieu sur le même site. Donc en fait, il faut que tout fonctionne. Il faut que tout fonctionne. Des mois de préparation pour moins de 120 secondes de mesure. On imagine que la moindre erreur sera fatale. La dernière expérience de la relativité générale lors d'une éclipse totale ne remonte pas à 1919, mais 2017. Après plusieurs reproductions de cette manipulation, on sait aujourd'hui que les valeurs de courbure des rayons lumineux sont en adéquation avec celles prédites par la théorie d'Einstein. L'expérience de 2019 n'est pas qu'un simple exercice dont on a vu au préalable le corriger, mais elle constitue un véritable défi symbolique et scientifique. Alors l'astrophysicien, c'est d'abord un physicien, donc clairement on a appris assez rapidement dans les études de physique que la théorie d'Einstein avait été validée en 1919 par l'observation de l'éclipse de Soleil. Et par conséquent, c'est quand même une chose qui trotte dans la tête d'un physicien depuis sa tendre enfance, quasiment, enfin depuis qu'on a été lire ces récits-là. Et donc, cette éclipse de 1919, outre le fait qu'elle fasse rêver, outre le fait qu'elle soit une éclipse historique, on se pose toujours la question, est-ce que les résultats qui ont été publiés à cette époque étaient vraiment valides? Est-ce qu'il faut toujours les refaire plus tard? Alors évidemment, l'éclipse de 1919, ça a été la première, on va dire, qui, avec succès, a réussi à prouver la théorie d'Einstein sur la relativité générale, mais ensuite il y a eu une dizaine d'autres éclipses qui ont été utilisées pour reproduire cette expérience-là, et a priori il n'y a pas eu de mise en échec de la théorie de la relativité générale avec cette dizaine d'expériences. Donc évidemment refaire
une 11e fois cette expérience, ça peut paraître banal, voire même inutile. Mais bon, d'abord, il faut fêter le centenaire de cette éclipse, 1919-2019. Et puis ensuite, c'est toujours intéressant aussi de comparer les moyens modernes d'observation par rapport à ce qui était présent à l'époque. N'oublions pas qu'en 1919, c'était l'avènement des plaques photographiques. On avait des plaques photographiques qui n'étaient pas d'une excellente qualité et on avait aussi des optiques qui n'étaient pas non plus d'une perfection absolument incroyable, alors qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on a un télescope qui est beaucoup plus modeste que ce qui avait été utilisé en 1919. On a par contre un moyen d'enregistrement qui est numérique et de ce fait-là, en fait, on espère avoir beaucoup plus de précision que ce qu'il y avait eu à l'époque en 1919. Les résultats de 1919 étaient-ils valides? Est-ce qu'il était simple de réaliser de telles mesures avec les équipements astronomiques et photographiques de l'époque? C'est une des questions auxquelles Alain Klotz et son équipe souhaitent répondre. À quelques jours de l'éclipse, il est temps pour moi de quitter la France pour rejoindre le Chili, car oui, nous allons vivre ensemble l'expérience de l'éclipse d'Einstein de 2019 à l'observatoire de la CIA. À 500 km au nord de Santiago, dans la région de Coquimbo, à la frontière du désert d'Atacama, se dresse l'observatoire de la CIA. Du haut de ses 2400 mètres d'altitude, cet observatoire bénéficie des meilleures conditions d'observation au monde pour étudier les astres. Un temps froid et sec la nuit, avec très peu de précipitations annuelles et de couverture nuageuse. Construit en 1964, la CIA est le tout premier observatoire astronomique de l'organisation ESO, ESO pour Observatoire Européen Austral. Aujourd'hui encore, il abrite des télescopes classés parmi les plus productifs au monde, comme le télescope de nouvelle technologie, le NTT, qui a permis d'élaborer durant les années 80 les technologies de pointe utilisées actuellement, comme l'optique active et adaptative devenue des standards pour tous les grands télescopes. On y trouve également le télescope de 3,6 mètres de diamètre, réputé pour son instrument chasseur d'exoplanètes. D'ailleurs, c'est devant ce grand télescope que se trouve l'observatoire Tarot, avec lequel notre équipe de scientifiques français va reproduire l'expérience de 1919. Alors notre équipe de recherche, elle est constituée de 6 personnes. Alors sur le télescope Tarot lui-même et l'expérience B, on va être 3. L'espace est assez exigu autour du télescope et on sera 3. Il y en aura un qui va être à la manœuvre du cache sur le télescope Tarot, un autre qui sera à la manœuvre sur le cache de l'expérience en parallèle, le plan B, et puis un autre qui sera aux commandes de l'ordinateur qui va piloter la caméra du plan B. Pour le télescope Tarot et l'ordinateur qui va le piloter, normalement tout se met en route 10 minutes avant l'éclipse et on ne touche à rien. Voilà. Donc là, on a besoin de 3 personnes pour ça. Et ensuite, on a 3 autres personnes qui vont faire des images complémentaires autour du bâtiment, de façon à pouvoir avoir une idée de la composition du Soleil. Donc ça, c'est des expériences un peu pédagogiques qu'on met en complément. Et donc, on fait de la spectroscopie
au moment de l'entrée de l'ombre sur le site. Et puis une autre expérience qui sera beaucoup plus didactique, où on espère montrer, on va dire, un espèce de film avant l'éclipse, pendant l'éclipse et après l'éclipse. Voilà. Ces expériences pédagogiques sont supervisées par une célèbre figure de l'astronomie amateur. Si vous vous intéressez à l'astronomie et à l'astrophotographie, son nom vous dira sûrement quelque chose. En parallèle de l'expérience, j'ai monté une autre petite expérience qui consiste à faire le spectre du Soleil, depuis l'infrarouge jusqu'au proche ultraviolet, et avec cet objectif qui est ici. Et puis en même temps, j'ai une expérience qui va permettre de faire la mesure de la polarisation de la couronne solaire. Donc les deux, c'est pour mesurer le spectre de la couronne solaire et ici la polarisation de la lumière de la couronne solaire. Avec ce petit appareil qui permet de tourner ici et qui permet de changer le plan de polarisation en fonction donc des vues qu'on veut prendre, et donc qui permettra après de restituer cette image polarisée du Soleil. J'imagine que ce n'est pas votre première éclipse, vous en avez eu d'autres? Ah, c'est ma troisième éclipse, j'en ai fait ma quatrième éclipse en fait. Une que j'ai fait en Turquie, une à l'île de la Réunion, et puis celle de France évidemment. Et puis là, c'est la quatrième que je fais ici à la Sida, dans un site exceptionnel, et on a la chance de pouvoir être bien accueillis et comme professionnel. Moi, je suis amateur, mais malgré tout, eh bien, grâce un petit peu au réseau des professionnels et des amateurs, j'ai pu participer à celle-là qui est vraiment exceptionnelle. J'ai beaucoup travaillé sur les caméras électroniques, j'ai beaucoup développé ça, et en collaboration avec des professionnels, après, on a fait beaucoup de travail avec ces caméras. Et puis maintenant, mon domaine, c'est plutôt la spectroscopie, qui est un domaine très intéressant évidemment qui est fondamental, parce que par rapport à l'imagerie qui permet d'identifier la spectroscopie, ça permet de comprendre ce qu'on voit. Et donc nous, amateurs, on commence à rentrer dans ce domaine de la spectroscopie. Et donc c'est des collaborations supplémentaires qui s'instaurent et qui nous permettent effectivement d'avoir un joli travail commun avec des publications scientifiques, etc., etc. Donc moi, ça fait pas mal d'années que je travaille dans ce domaine-là, effectivement, et c'est toujours aussi intéressant de promouvoir ce genre de technique. Vous avez été un pionnier, vous avez même reçu un prix de l'Union astronomique internationale. Oui, je suis membre honoraire de l'Union astronomique internationale, j'ai un astéroïde à mon nom, j'ai des découvertes de supernovas, d'autres astéroïdes, enfin plein de choses, absolument, oui. Très forte collaboration avec le domaine professionnel. Exactement, voilà, absolument. Mardi 2 juillet 2019, 10h30, le jour tant attendu. La tension commence à monter pour notre équipe d'astronomes. Alain Klotz nous accueille à l'intérieur de l'observatoire Tarot pour un petit briefing et pour recevoir des explications plus précises sur l'expérience d'Einstein. Il reste quelques heures avant le début de l'éclipse de soleil. L'expérience Tarot qui se situe derrière moi consiste en un tube de 25 cm de diamètre dont le but principal est d'observer la nuit, et évidemment on n'est pas dans les conditions qu'on va avoir pendant l'éclipse. Néanmoins, on a
arranger l'ensemble du télescope de façon à pouvoir observer cette éclipse. L'équipe est arrivée plusieurs jours avant pour être sûre de maîtriser la procédure qui durera 115 secondes seulement. L'expérience consistant à observer avec 2 télescopes, on a évidemment 2 caméras pour enregistrer les images et on a donc 2 ordinateurs que voilà qui sont destinés à enregistrer chacun les images pour chaque expérience. Donc l'ordinateur de droite, c'est pour l'expérience de calibration des images NTT. On y voit ici une image du Soleil, évidemment avant la totalité et avant même le début de l'éclipse, de façon à faire des calibrations qui vont nous permettre ensuite de pouvoir se retrouver dans le champ et de voir à quel endroit pointait le télescope NTT. L'autre ordinateur à gauche, lui, va enregistrer les images avec le télescope Tarot lui-même. Les images n'ont pas pour but de faire des calibrations pour le grand télescope NTT. Par contre, elles vont être optimisées pour avoir un maximum de signal dans les étoiles que l'on veut mesurer pour refaire l'expérience d'Eddington. Voilà, donc là on va mettre le télescope en route. Donc actuellement là il est dans sa position de parking, c'est-à-dire qu'il se situe dans cette position lorsqu'il fait jour. De cette façon, on est certain de ne pas avoir le soleil qui va rentrer dans le tube. Et puis pour l'éclipse, on a fabriqué des caches spéciaux devant qui sont des filtres et qui permettent de pouvoir pointer le soleil en atténuant très fortement la lumière solaire. Et maintenant, donc, on va faire le pointage du télescope vers le soleil qui va se prendre. Même à quelques heures de l'éclipse, quelques petites fausses notes viennent perturber la répétition. Je comprends pas ce qu'il fait. Là, il est parti en cacahuète. Ah, c'est moi là qui vient de le forcer. J'ai des petits problèmes de connectique en mode manuel. Voilà, il n'est pas encore complètement sur le soleil. Donc là, on voit bien le filtre solaire devant sous la forme d'un espèce de cache qui reflète beaucoup. Ça ressemble à un miroir. Voilà, donc là je pense qu'il est arrivé sur le soleil. Ouais. Et maintenant ici, il suffit de demander une pause et donc on va voir le soleil en direct. Alors évidemment il faut régler les temps de pause, sinon ça ne marche pas. Et voilà, donc là je fais une image. Je vais avoir sensiblement une image similaire. Non, là on est complètement saturé, c'est pas bon. Voilà. Et donc là on a la bonne image. Là le télescope il est dans cette position-là. Au moment de l'éclipse, il sera pile au contraire là-bas. Et donc pendant la phase partielle, nous on va tout contrôler, que tout se passe bien sur les ordinateurs. 39 minutes avant la totalité, il va falloir qu'on mette en route la petite expérience qui est sur le carton là-bas. Et donc cette expérience, elle va consister à faire de la photométrie complète du soleil. C'est-à-dire il n'y a pas d'image en elle-même, hein, ça enregistre juste le flux lumineux. Et donc cette expérience est dupliquée en à peu près 12 exemplaires. Et il y a d'autres gens qui se situent un peu partout dans la zone de totalité du Chili. Et le but, c'est de combiner les données de ces expériences-là pour en déduire le diamètre du Soleil. Okay. Voilà. Et donc c'est une expérience qui mène à des déterminations du diamètre solaire de façon extrêmement précise en fait. Voilà. C'est synchronisé en temps. Voilà, c'est synchronisé en temps. Il y a un GPS à l'intérieur et ça enregistre tout ça pendant. Donc là, on va commencer 40 minutes avant l'éclipse et on va terminer à peu près 40 minutes après l'éclipse. En gros, il y a presque un enregistrement de 2 heures à faire.
Et après, tout ça, c'est envoyé à Paris, au laboratoire du Latmos, qui vont exploiter ça. Okay. Donc avant l'éclipse, c'est l'éclipse partielle, on parle d'éclipse partielle. Oui, voilà. Quand on dit avant l'éclipse, oui, c'est pendant la phase de partialité. Donc comme ça, on voit le flux qui descend sur la courbe de lumière. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de flux du tout. C'est justement ce moment-là dont on recherche très précisément le moment. Donc là, c'est vraiment des précisions très fortes en timing. Et c'est comme ça qu'on peut reconstituer après vraiment l'image des distances au niveau du Soleil, quoi. Voilà, donc cette expérience, à 16h, on la déclenche. Ensuite, on a encore 39 minutes avant le début de l'éclipse, donc on va encore regarder si tout se passe bien de notre côté. Et quand va arriver la totalité, juste au début de la totalité, on va enlever les caches filtres qui sont devant. On va rester à peu près 10 secondes pour voir que les premières images s'enregistrent, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on file dehors et on va aller sur le petit télescope optique et on va regarder simplement avec nos yeux l'éclipse. Et à la fin de l'éclipse, le télescope, évidemment, il faudrait idéalement remettre les filtres au bon moment à la fin de l'éclipse. Et comme on risque d'être un peu occupé dehors à contempler le spectacle, en fait, le télescope, tout simplement, va se remettre en mode parking, tout seul, juste à la fin de l'éclipse totale. Donc environ, il y a une petite marge de manœuvre. Enfin, ouais, voilà, oui, on a le droit à quelques secondes, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc évidemment, on va encore faire des répétitions là, ce matin, pour voir qu'on est opérationnel, que notamment sur Tarot, on a fixé un certain nombre d'images à faire. Il faut que ce nombre d'images colle évidemment avec les 1 minute 52 de totalité. Et donc là, on va encore le répéter pour être sûr, puisque comme on a changé la caméra, il pourrait y avoir des petits changements. Et après, sur l'autre expérience, c'est plus simple parce qu'on enquille les images beaucoup plus rapidement. Et donc là, on sait qu'on aura au moins une vingtaine d'images sur la deuxième expérience. Sur Tarot, on va en avoir une dizaine, dont on pense à peu près 5 exploitables. Nous sommes maintenant à quelques minutes de l'éclipse totale. Depuis plus d'1 heure, la Lune a progressivement grignoté le disque solaire. Je quitte les membres de l'équipe Tarot, tous très concentrés, en espérant que leur travail de plusieurs mois sera récompensé. La CIA est le seul observatoire professionnel du Chili à avoir ouvert ses portes au grand public. Il y a 1 an, l'ESO a offert la possibilité à 700 personnes d'acheter un ticket à 200 € pour passer la journée sur le toit du monde. En ce qui me concerne, j'ai remporté avec 7 autres personnes le concours Mythéso, nous permettant de visiter les grands sites de l'ESO pendant 1 semaine et d'y observer cette éclipse depuis la CIA. Pouvoir admirer un phénomène aussi fabuleux depuis un haut lieu de l'astronomie comme celui-ci est très rare. Dans l'histoire de l'astronomie moderne, seuls 2 grands observatoires ont pu bénéficier d'une éclipse totale. L'Observatoire de Haute-Provence en 1961 et l'Observatoire du Mauna Kea à Hawaï en 1991. L'éclipse de 2019 est donc l'occasion rêvée pour les observatoires de cette région du Chili de réaliser des études approfondies sur la couronne solaire avec des télescopes classés parmi les plus performants au monde. 10 minutes avant la totalité. Je suis enfin installé et prêt à capturer ma première éclipse totale. Depuis le début de l'éclipse partielle, la luminosité a graduellement diminué et la température a également chuté. Les quelques oiseaux présents sur le site sont sortis de leur refuge et ne savent pas du tout où aller. Une éclipse totale est avant tout une expérience humaine avant d'être une expérience scientifique en soi. C'est pourquoi Alain Klotz et son équipe se sont évidemment arrangés pour automatiser leur manipulation afin de lever les yeux au ciel pour profiter du spectacle. L'ombre de la Lune arrivera par la gauche de l'image, du côté de l'océan Pacifique. Le son que vous entendrez dans les prochaines secondes a été enregistré depuis l'Observatoire Tarot par Valérie Desnoux et la vidéo par Éric Denoux,
tous deux membres de l'équipe. Il est 16h40. Nous observons maintenant les derniers rayons du soleil. Des images valent mieux que des mots, alors je vous laisse vivre cet instant en intégralité. Combien? 5 secondes. 38 38 et 5 secondes. C'est parti. Oh putain, regarde comment ça fait. La vache. C'est vite, hein. C'est vrai? Oui. Ouais, Vénus. Ah oui, je vois. Ah, c'est géant. Ah, c'est beau. Non, c'est dans 10 minutes, c'est déjà plus besoin de lunettes. J'avance. L'autre cadet, Vénus? Ah oui, oui. Oh là 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 là. Regarde l'ombre qui arrive là. C'est magique, hein. 32 secondes. Magique. Regardez l'ombre là-bas. Ouais. Oh. Pas la peine de gueuler. Le diamant. Ça y est, c'est terminé. Oh putain, le diamant. Magnifique. Les potus, ouais, en haut à droite. À l'œil. Oh, le truc qui a rien à voir, quoi. Oui, parce que là, tu vas voir apparaître en plus les petites de l'autre côté du soleil. Peut-être moi sur l'atmosphère, ça va être raté. Ça y est, ça réapparaît l'atmosphère. Déjà? Oh, quelqu'un regarde dedans là. Ouais. Adrien. Ouais. Ouais, ça en fera en bas. Ah, c'est trop rapide. Ah. Ah, c'est génial. Premier fille. Oh putain. Ah, c'est déjà fini. Oh putain, c'est saturé. Ah. Ouais. Écoute, je sais pas si ça a marché, mais... Regarde, attends, regarde le retour de la lumière. Oh, oh là là. Oh, c'est énorme quand ça me donne.
sur Aix, mais... On va sous Aix. Mais bon. Regarde. Ouais. Ouais, bébé. La polar est ratée. Trop court. C'est l'expression que tout le monde répète une fois que l'éclipse totale se termine. À titre de comparaison, l'éclipse du 29 mai 1919 avait duré plus de 5 minutes au moment de la totalité, contre 1 minute 52 pour celle de 2019. Mais cela n'enlève rien à la beauté du phénomène qui reste grandiose. Et les images ne suffisent pas à représenter ce à quoi nous avons assisté. Pour revoir une éclipse totale à l'observatoire de la Silla, il faudra attendre le 28 août 2231. Il vaut mieux que l'expérience tarot de notre équipe ait fonctionné. Justement, le soir de l'éclipse, j'ai brièvement échangé avec Alain Klotz, qui m'a confié que la manipulation numéro 1 avec tarot avait bien fonctionné, et que des images des étoiles autour de la couronne solaire ont pu être prises. En revanche, la deuxième manipulation ne semblait pas le convaincre autant. Du côté de la spectroscopie, Christian Buil a pu lui aussi réaliser des mesures très satisfaisantes. Plusieurs spectres ont été obtenus pendant la phase de totalité et pendant la fin de l'éclipse totale, couvrant des longueurs d'onde s'étalant du bleu au proche infrarouge. On y voit une succession d'images identiques de l'éclipse, plus ou moins intenses et focalisées à des endroits différents. Chacune de ces répliques de l'image correspond à une raie d'émission caractéristique d'un élément chimique présent soit dans la chromosphère ou soit dans la couronne solaire. Pour davantage de détails sur cette manipulation et également sur la manipulation de la polarisation de la couronne, je vous invite à aller voir ses résultats sur son blog dédié. Et voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. L'équipe Tarot s'apprête à revenir en France. Quant à moi, la visite des observatoires du Chili se poursuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Septembre 2019. Nous sommes revenus au point de départ, là où l'expérience de l'éclipse d'Einstein de 2019 est née, dans les laboratoires de l'IRAP à Toulouse. Je me suis une dernière fois entretenu avec Alain Klotz pour savoir où en étaient les résultats. 2 mois se sont écoulés depuis l'éclipse totale, et les scientifiques en charge du traitement des images ont donné leur verdict. Les images prises avec un temps de pause entre 5 et 10 secondes montrent que des étoiles sont détectées. Tarot a donc réalisé ces images avec succès. Pour illustrer au mieux ce premier résultat, l'équipe a combiné les photos laissant apparaître ces étoiles, mais où la couronne solaire est saturée, avec d'autres images ayant un temps de pause plus court de 1 seconde, ne montrant aucune étoile, mais là où la couronne solaire est correctement exposée. Malheureusement, la mesure exacte de la déviation des rayons lumineux est reportée. Pourquoi ? Les images prises 6 mois avant l'éclipse ne sont pas exactement identiques aux images prises pendant l'éclipse, au niveau du cadrage et au niveau des équipements optiques utilisés sur le télescope. Comme l'avait évoqué Alain Klotz, les images de référence n'ont pas besoin d'éclipse et peuvent être rejouées 6 mois après. Il faudra donc attendre janvier 2020 pour espérer retrouver les résultats de la relativité générale. Et pour ne pas manquer les tout derniers résultats de l'éclipse d'Einstein de 2019, je vous invite à consulter le site de l'IRAP ou le blog Astrospace. Ce n'est qu'une histoire de temps. Et 100 ans après l'expérience d'Eddington et de Dyson,
quelques mois d'attente semblent dérisoires. Qu'il y ait des résultats ou non, une chose est sûre. La théorie de la relativité générale est et restera valable sur l'éclipse d'Einstein. Aujourd'hui encore, nous suivons ce qu'il nous a laissé, ses équations, son héritage, son ombre, l'ombre d'Einstein. J'espère que ce documentaire sur le centenaire de l'éclipse d'Einstein vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous mettre pourquoi pas en orbite autour de ma chaîne YouTube. J'ai réalisé ce reportage suite au très grand intérêt que vous avez montré en lisant l'article de l'expérience Tarot écrit sur mon blog Astrospace. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris du plaisir à réaliser, à tourner et à monter ce reportage, bien qu'il m'ait demandé pas mal de temps et ça m'a pris quasiment tout l'été. Mais voilà, si vous êtes partant, j'aimerais poursuivre ce genre de vidéos et vous proposer pourquoi pas d'autres sujets astro, si ça vous dit. Enfin, vous êtes quelques-uns, quelques-unes à m'avoir demandé comment vous pourriez m'aider. Eh bien, je dirais que la première chose, elle est tout simplement naturelle, c'est de partager mes vidéos avec vos amis si vous trouvez qu'elles le méritent. Et vous pouvez, j'ai bien dit vous pouvez, me soutenir sur mon compte Utip en regardant gratuitement des vidéos publicitaires et aller faire un tour sur ma boutique en ligne Spreadshirt si vous aimeriez porter quelques-uns de mes visuels et de mes logos Astrospace. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment à toutes et à tous d'être ici. Notre voyage ne fait que commencer. Quant à moi, je vais m'éclipser et je vous dis à très bientôt. Gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Salut!